Donc bienvenue et merci pour votre présence à cette nouvelle conférence citoyenne du cycle Santé en question, qui, je vous le rappelle, est organisée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et par Universcience, structure qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte à Paris. Ce soir, nous sommes, comme souvent, en duplex avec la ville de Lyon, et plus particulièrement la bibliothèque du Bachut à Lyon, que nous remercions vivement pour ce partenariat. Le titre de la conférence, « Allergie, le printemps est de retour », peut prêter un peu à confusion car il est donné sur un ton relativement léger, alors que les allergies sont un véritable problème de santé publique, et notamment les allergies respiratoires qui concernent plus de 20% de la population française. Depuis 20 ans, l'exposition aux allergènes s'intensifie, notamment sous l'effet du changement climatique. Donc, comment agissent les substances allergènes? Comment s'en prémunir? Quelles préventions possibles et quelles solutions d'aménagement existent au niveau de l'habitat et des villes? C'est de tout cela dont nous allons parler ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser vos commentaires en direct sur Twitter via le hashtag #ConfSanté. Ils s'afficheront ici sur le mur à Paris, donc je pourrai relayer vos questions. Nous donnerons d'abord la parole à nos intervenants, en commençant par Jean-François Nicolas, qui est à Paris, responsable d'équipe INSERM au Centre international de recherche en infectiologie et chef de service allergologue au CHU de Lyon. Puis nous passerons la parole à Jocelyne Juste, à sa droite, chef de service du Centre de l'asthme et des allergies à l'hôpital Trousseau, à Paris également. Ensuite, nous retrouverons à Lyon par visioconférence Guillaume Faburel, qui est professeur d'urbanisme, d'aménagement et d'environnement à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour. Et enfin, nous retrouverons ici à Paris Sophie Rigard, qui est chargée de mission au cabinet de Bernard Jaumier, adjoint à la maire de Paris chargée de la santé, du handicap et aux relations avec la PHP. Alors, juste avant d'entendre les intervenants, et sachant que le cycle s'intitule Santé en question, nous allons respecter la tradition qui est de démarrer avec un petit quiz de 3 questions. On a dû vous distribuer à l'entrée des cartons rouges et bleus. Donc, la première question qui va s'afficher, voilà. En France, la part de la population qui souffre d'allergies est de plus de 10% ou 20%. Donc, si vous pensez 10%, vous mettez un carton rouge et sinon un carton bleu pour 20%. On vous donnera les réponses à la fin. Vous avez tous bien écouté, c'est le bleu qui domine. Lequel, deuxième question. Lequel de ces deux environnements est-il le plus pollué? L'environnement intérieur ou extérieur? Donc, si vous pensez que c'est rouge, c'est intérieur, et si vous pensez que c'est bleu, c'est extérieur. Alors là, ça a l'air d'être partagé, les avis. Enfin, il y a quand même une majorité de rouge, hein. Oui. Ensuite, quel est le seul traitement de fond aujourd'hui contre les allergies? L'immunothérapie spécifique ou les antibiotiques? Bon, alors là, vous êtes à peu près unanime. Donc, je vous donnerai les réponses à la fin. Alors, monsieur Jean-François Nicolas, vous êtes donc allergologue. C'est vous qui nous avez alerté sur le titre en disant attention, il y a quand même dans 20% des cas des allergies qui sont modérées à sévères et qui ne gâchent pas seulement la vie des patients, mais qui nuisent véritablement à leur santé et qui doivent être prises très au sérieux. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par allergie? Respiratoire notamment, mais pas que. Bien volontiers, bien volontiers. Voilà, on vous entend. Merci beaucoup. Oui, donc c'est vrai qu'il faut déjà commencer par une définition des maladies allergiques. Tout n'est pas de l'allergie. L'allergie au conjoint n'est pas une allergie, au sens où on l'entend. L'allergie au travail non plus. Donc c'est vrai que les maladies allergiques, ça touche différents organes. On va parler d'asthme, donc ça touche l'arbre respiratoire. Ça peut toucher la peau. Il y a l'allergie alimentaire, l'allergie aux médicaments, l'allergie aux venins d'hyménoptères. Et globalement, on peut dire qu'il y a 2 types de maladies allergiques. Il y a les maladies allergiques qui sont dues à la pénétration de molécules par les voies naturelles, que sont les muqueuses, les épithéliums de revêtement, donc le poumon, la conjonctive, le nez, la peau.
et les allergies qui sont dues à des choses qui sont injectées par voie systémique ou qui sont prises par voie systémique. Ce sont donc les venins d'hyménoptères, guêpes, frelons, abeilles, allergies aux médicaments, pour schématiser. Donc ça donne en effet, dans la majorité des cas, on va dire 80% des cas, des maladies qui gâchent la vie. Le rhume des foins, ça gâche la vie. La conjonctivite allergique, ça gâche la vie. L'urticaire, ça gâche la vie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 20% des cas où les pathologies sont sévères et donc vont non seulement gâcher la vie, mais gâcher la santé, soit parce que la maladie elle-même est invalidante, soit parce que les traitements pour permettre aux patients d'avoir une qualité de vie normale et de vivre normalement vont entraîner des problèmes de santé. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé le titre un tout petit peu léger. 20% c'est beaucoup quand il y a en effet 25% à 30% de la population qui souffre de pathologies allergiques. Ça augmente de plus en plus. Donc, on a toujours cette même proportion de patients qui souffrent de pathologies qu'on appelle, nous, modérées à sévères. C'est comme ça qu'on va classer, quand on voit un patient, sa pathologie. Elle est modérée, heureusement souvent, mais elle est modérée à sévère dans un grand nombre de cas. Et comme cette proportion augmente de façon régulière, eh bien, la proportion des patients qui ont des pathologies modérées à sévères augmente elle aussi de façon régulière. Donc, ce sont ces patients que nous, médecins hospitaliers, on va s'occuper en priorité. Ils nous sont adressés par des médecins de toute spécialité, puisque toutes les spécialités ont accès à la surspécialité allergologie. Ils nous sont aussi adressés en priorité par des patients dont le métier est l'allergologie. On appelle ça les allergologues, et on parlera peut-être de ça un tout petit peu plus tard. Oui. Alors, pourquoi il y a une telle explosion des allergies? J'ai vu que l'OMS parlait d'épidémie des allergies et prévoit que 50% de la population en 2050 sera allergique. C'est des chiffres un peu effarants. Donc, quelles sont les causes de l'allergie et alors, du coup, qu'est-ce qui explique cette progression? Donc, si vous voulez, moi, je suis immunologiste. Vous m'avez défini comme allergologue. Hein, je suis dermatologue, je suis immunologiste. Donc, je dirais que la réponse allergique, c'est une réponse qui est naturelle. C'est devenu malheureusement une réponse qui est naturelle. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Le système immunitaire, il a été fait pour nous débarrasser des infections. Hein, et ça fait des millions d'années qu'il évolue pour nous débarrasser des infections. Accessoirement, ce n'est pas sa fonction, mais il nous débarrasse des cancers. L'immunothérapie aussi, anti-cancer, est une technologie qui marche très bien. Et il est fait théoriquement pour tolérer nos propres antigènes, et donc nos propres antigènes, c'est toutes les molécules de notre corps, et il est fait pour que nous tolérions les molécules de notre environnement quotidien. Donc on sait que ce système immunitaire, il est pris en défaut, puisque quand il va réagir contre nos propres antigènes, on va développer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, et quand il va réagir contre les allergènes de l'environnement, on va développer ce qu'on appelle des maladies allergiques. Mais quand je dis que c'est une réponse qui est pratiquement normale, c'est parce que la modification de notre mode de vie, alors c'est pas au cours des millions d'années qui se sont écoulées, c'est autour des 50 dernières années, est telle que le système immunitaire, finalement, va considérer que les molécules de notre environnement naturel sont devenues un danger. Alors, est-ce que ces molécules ont changé? Non. Ces molécules, elles ont peut-être changé. Il y a peut-être des nouveaux allergènes, il y a sûrement... mais c'est pas ça qui explique le problème de fond. Le problème de fond, c'est que notre environnement a changé, les facteurs d'exposition des allergènes a changé, si bien que le système immunitaire va réagir. Et nous, notre mode de vie actuel, dans nos pays industrialisés, parce que ce qu'on discute là, l'augmentation des maladies allergiques, on les voit surtout quand même dans les pays qu'on appelle industrialisés, on les voit beaucoup moins dans les pays en voie de développement. Hein, en Afrique, il y a un gradient nord-sud, c'est très, très fréquent, donc, par exemple dans le nord de l'Europe, et plus on va vers le sud de l'Europe, plus la prévalence va diminuer. Donc, ce qui a changé, c'est donc tous les facteurs qu'on appelle adjuvants. C'est quoi un adjuvant? L'exemple qu'on prend pour les étudiants, on leur parle du vaccin contre le tétanos. Le vaccin contre le tétanos, c'est l'antigène du tétanos et un adjuvant. Si on injecte le vaccin anti-tétanos, si on vous vaccine contre le tétanos avec ce vaccin, on va vacciner tout le monde. Vous allez tous fabriquer des anticorps. Si je vous injecte uniquement l'antigène du tétanos, vous ne ferez pas d'anticorps, aucun d'entre vous. Si je vous donne que l'adjuvant, c'est de l'aluminium dans le cas présent,
vous ne ferez pas forcément d'anticorps anti-tétanos. Donc l'adjuvant est là pour activer votre système immunitaire et lui permettre de répondre pour que vous fassiez des anticorps anti-tétanos. Et c'est ce qui se passe, notre mode de vie actuel, urbain en particulier, je ne sais pas comment vous allez expliquer ça après, notre mode de vie fait que nous sommes dans un monde adjuvant. Tout est adjuvant, la pollution est un adjuvant, le stress psychologique est un adjuvant, la manière dont on vit est un adjuvant, et ce sont tous ces facteurs pro-inflammatoires qui font que des molécules inoffensives vont devenir des molécules qui vont générer une réponse immunitaire. Donc, il est inéluctable que dans les années qui viennent, si on continue à vivre dans ce monde-là, il est inéluctable que nous soyons tous allergiques. Alors, encore une fois, la majorité aura des maladies qui justifieront le titre, hein. Le printemps est de retour, mais il y aura toujours ces 10 ou 20% qui auront des pathologies sévères. Et c'est tous les types d'allergies qui progressent, c'est pas spécialement les allergies respiratoires en fait. Alors non seulement c'est tous les types de maladies qui progressent, mais quand on est avec nos collègues qui s'occupent de maladies auto-immunes, ils ont exactement la même constatation. Il y a une augmentation de prévalence des maladies auto-immunes, par exemple de la thyroïde, qui est vraiment extrêmement nette. Donc le système immunitaire commence à réagir vis-à-vis de molécules vis-à-vis desquelles il ne réagissait pas jusqu'à présent. Le métier d'allergologue, il existe ou pas? Alors, je vous remercie pour la question. Donc, l'allergologie est une spécialité dans la majorité des pays. Il se trouve qu'en France, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de spécialité d'allergologie. Qu'est-ce qu'on appelle une spécialité? Quand un médecin fait son cursus, il va passer l'internat et au moment où il commence son internat, il va choisir une spécialité. Pneumologue, pédiatrie, chirurgien. Donc, il n'a pas accès à la spécialité allergologie puisqu'il n'y a pas de spécialité d'allergologie dans notre pays. Alors, on a un grand espoir pour que cette spécialité soit créée assez rapidement. Il y a une réforme actuellement du 3e cycle et nous espérons que l'allergologie sera une spécialité. Actuellement, les médecins doivent donc choisir une spécialité, par exemple pédiatrie, pour Jocelyne Juste. Moi, j'ai choisi dermatologie. Il y en a qui vont choisir médecine générale. Et au cours de leur internat, ils vont choisir de se surspécialiser. Mais c'est un petit peu différent parce que ça va donner une formation qui est donc une formation supplémentaire à une formation qui existe. Moi, je suis dermato-allergologue et c'est vrai que je ne me sens absolument pas capable de traiter, par exemple, des pathologies respiratoires. Donc, nous militons pour qu'il y ait une vraie spécialité d'allergologie qui soit effective en France dès la réforme du 3e cycle des études médicales. D'accord, merci beaucoup. On va passer la parole à Jocelyne Juste. Vous êtes... Jocelyne Juste qui peut-être compléter là, sur cette formation. Oui, voilà, justement. Oui. Ça n'existe pas non plus de spécialité d'allergologue dans les maladies respiratoires ou... Alors, ça existe, comme l'a dit Jean-François Nicolas, comme surspécialité pour un pneumologue, un pédiatre, un dermatologue peut être allergologue, mais en tant que médecine transversale, c'est-à-dire pouvoir traiter à la fois de l'asthme, des allergies alimentaires, des allergies cutanées, des allergies médicamenteuses, le métier d'allergologue, donc, n'est pas reconnu comme une spécialité, mais comme donc une compétence. Et si vous voulez, nous pensons que c'est insuffisant, qu'il faut, comme dans 15 pays européens, que ce soit une spécialité, parce que ça nécessite une formation d'au minimum 4 ans, c'est ce qu'on voit ailleurs, alors que nous, c'est 1 ou 2 ans. Donc c'est nettement insuffisant face à une pathologie qui explose et qui se complexifie et qui est de plus en plus sévère. D'accord. Donc vous travaillez justement avec les enfants, donc au tout début de la maladie. Ça se déclare quand, en fait, l'asthme? Ça peut se déclarer alors, les premiers jours de vie ou... Oui, les allergies respiratoires débutent très tôt dans la vie. Souvent, c'est d'abord l'allergie chez l'enfant commence par les allergies alimentaires et les allergies cutanées, la dermatite atopique. Et puis l'allergie respiratoire survient entre 18 mois, 4 ans, sous forme de rhinite allergique et puis après d'asthme. Donc si on veut parler préférentiellement des allergies respiratoires, donc c'est l'atteinte de la muqueuse respiratoire qui est la même au niveau du nez et des bronches. Donc ça se manifeste d'abord par le nez parce que les allergènes, on respire par son nez. Donc c'est d'abord là que ça se manifeste par des éternuements, une rhinorrhée claire, un prurite nasal ou conjonctival. Souvent, on pense l'allergie, c'est le printemps, c'est les pollens.
En fait, c'est pas que ça, hein. Les allergènes, ça peut être aussi des allergènes perannuels, c'est-à-dire toute l'année, notamment les acariens. Et plus vous êtes allergique à des choses qui sont perannuelles, plus vous avez un risque de passer vers l'asthme. Mais à l'heure actuelle, on voit que tout ça bouge, c'est-à-dire que les gens, très souvent, les enfants vont se sensibiliser plus tôt dans la vie. Souvent, le rhume des foins, on le voyait avant à 6-8 ans, maintenant c'est plutôt 3-4 ans. Donc le risque d'asthme aussi augmente. Et également, la pollinisation sont plus longues du fait du réchauffement climatique. Et donc, les pollinos sont plus sévères. Et par ailleurs, du fait des diversités végétales qui sont souvent uniformes, nous, c'est souvent les bouleaux, dans le sud, souvent les cyprès, dans la région lyonnaise, l'ambroisie, vous avez des allergies qui sont plus sévères parce que vous n'avez pas cette diversité végétale. Et vous voyez apparaître, outre des rhinites plus sévères, ce qu'on appelle le syndrome pollen-fruit, c'est-à-dire vous êtes allergique à la fois au pollen, mais aussi aux fruits qui a la même ressemblance immunitaire. Et donc, ce n'est plus qu'un seul rhume des foins, c'est aussi l'allergie alimentaire qui va s'associer. Et donc, le risque, quand vous avez une rhinite allergique, c'est d'avoir deux maladies, la rhinite allergique, l'allergie alimentaire. Et après, d'évoluer aussi vers l'asthme allergique. Donc, vous voyez, ça devient complexe. On passait de quelque chose qui était des éternuements, on se gratte un peu les yeux, ça dure 3 semaines, à quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps, qui peut commencer sous nos climats à Paris en février-mars et se terminer au mois de juillet. Donc plusieurs mois, avec des allergies alimentaires associées, avec de l'asthme associé. Et ce qu'on sait également, c'est que ces allergies respiratoires peuvent être aggravées par la pollution atmosphérique. C'est-à-dire vous pouvez être allergique et puis il vous faut à la fois le pollen et le polluant. Et là, vous allez faire la crise d'asthme au lieu de faire le simple rhume des foins. Donc ça se complexifie en termes d'exposition plus longue au pollen, en termes de cofacteurs comme les polluants, qui font que c'est plus sévère, plus durable, plus à risque d'asthme, et avec les allergies alimentaires associées. Donc c'est ce qu'on appelle les polyallergiques. Donc finalement, l'allergie, c'est plus le garant d'une bonne santé comme on le pensait au siècle dernier, et c'était vrai, parce que ça se modifie, parce que c'est plus les mêmes maladies. Ce sont des maladies plus sévères, plus durables, plus multiples. Mais oui, c'est un tableau pas très réjouissant que vous êtes en train Alors, de faire. Mais est-ce qu'on peut guérir de l'allergie Alors, ou c'est pas pas tout le monde, hein, heureusement, bien heureusement, mais on voit que ça se modifie. On voit que ça se Ouais. modifie. Hein. Quand on a une rhinite, on a 3 à 4 risques d'évoluer vers l'asthme, par exemple. Alors, peut-on guérir d'une allergie ? Pas vraiment. On peut modifier. Ce qu'on voudrait, c'est modifier l'histoire naturelle, c'est-à-dire modifier ce passage de la rhinite à l'asthme, par exemple, ou modifier l'apparition d'une rhinite ou d'un asthme chez un enfant. Alors, comment modifier ? Il y a différentes façons de faire. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. Vous n'êtes pas encore malade, vous êtes un bébé, vous êtes à fort risque de devenir allergique parce que c'est quand même une maladie génétique. Il faut que les parents souvent soient atteints pour que l'enfant soit allergique. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que cet enfant ne devienne pas allergique ? On s'est aperçu que, par exemple, la diversité de l'alimentation, vous voyez, ce terme de diversité, il revient beaucoup. La diversité de l'alimentation, le fait de donner tôt dans la vie une diversification alimentaire va protéger de l'allergie. Alors que si vous donnez que le lait pendant 8 mois, 10 mois et que vous introduisez tard l'œuf, le poisson, etc., vous allez favoriser l'allergie. Donc la diversité alimentaire, la diversité végétale, donc tous ces facteurs, donc on va dire les allergènes. Après, il y a les facteurs amplificateurs, la pollution atmosphérique. Hein. Effectivement, on sait que les polluants, avant on pensait que les polluants, c'était uniquement responsable d'exacerbation. Maintenant, on sait que ça peut être aussi à la genèse, c'est-à-dire faire débuter une maladie. Donc diminuer la pollution, et ça s'est vu dans d'autres pays, on a vu l'asthme diminuer ou les crises sévères diminuer avec des mesures environnementales. Donc ça, c'est la prévention primaire. Il y a bien d'autres choses, mais comme la théorie hygiénisme et le microbiome, mais on irait trop loin et il y a trop de choses à dire. Après, sur le plan médicamenteux, quand on est déjà engagé dans la maladie, on a déjà la rhinite. Est-ce qu'on peut éviter le passage de la rhinite à l'asthme ? On a montré que par des traitements de désensibilisation, immunothérapie allergénique, on pouvait diminuer ce risque. Seulement, il faut bien poser l'indication.
il faut bien savoir quel allergène on peut désensibiliser. Est-ce qu'on peut désensibiliser quelqu'un qui est déjà polyallergique? Pas toujours, non. Est-ce qu'on peut désensibiliser tous les allergènes? Non. Pour le moment, c'est les acariens et les pollens. Mais donc, les études ont montré que quand on désensibilisait tôt dans la vie, on évitait ce passage de la rhinite à l'asthme. Et puis, quand on est déjà très engagé dans la maladie, une petite proportion, mais très sévère, hein, qui à la fois ces multi-allergies, eczéma, allergie alimentaire, asthme sévère, c'est l'avènement actuel des biothérapies, c'est-à-dire des traitements qui vont modifier le système immunitaire là de façon beaucoup plus complexe, en ciblant les anticorps qui vont entraîner l'allergie, qui sont les IgE, et en essayant donc de traiter ces malades très sévères par ce type de biothérapie. Donc vous voyez, vous avez un panel qui commande de la prévention, comment changer notre environnement, à l'immunothérapie allergénique et aux biothérapies. Mais on voudrait qu'il y ait de moins en moins de patients sévères, donc essayer de prendre l'histoire naturelle le plus tôt possible pour éviter cette évolution grave. D'accord. Et alors, juste avant de passer la parole à Guillaume Faburel, justement, pour quand on vit avec l'allergie, est-ce que c'est vraiment utile, les informations qu'on peut avoir sur les sites ou qui donnent des informations par ville sur les taux de pollen dans l'air, les niveaux de pollution, etc. C'est des outils qui améliorent la vie des patients, vraiment? Oui, Ouais. oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas allergique à tous les pollens et que c'est très important de savoir qu'on est en pic de bouleau, c'est actuellement, ou de graminées, pour se prévenir de ça. C'est-à-dire un enfant, par exemple, allergique au bouleau, vous n'allez pas le faire courir en plein soleil, là où vous avez la pollinisation maximale, parce qu'il va faire une crise d'asthme. Donc il est très important de connaître ça, et de même pour la pollution. Et donc il y a des répercussions pour l'école, de ne pas faire du sport à l'extérieur quand il y a pic de pollution, et s'il y a en plus pic de pollen, alors là, le risque est maximal. Donc oui, c'est très utile pour le patient de savoir ce qui se passe dans son environnement. Oui. D'accord. Alors, ça nous fait une transition avec Guillaume Faburel, donc, qui est professeur d'urbanisme à Lyon et qui doit maintenant se préoccuper de sujets de santé également, alors qu'il y a assez peu de données disponibles permettant de mesurer l'impact des politiques d'aménagement sur l'exposition de la population aux pollutions environnementales. Donc, vous allez aborder le problème du diagnostic de ces pollutions avant de parler de la difficulté de la mise en œuvre de l'action publique. Voilà, donc je vous passe la parole à distance. Double décalage à la fois géographique et thématique. Je tenais à vous le dire, je ne travaille pas sur les allergies. Oui, mais vous êtes obligé de vous y intéresser malgré tout. Ce soir, en tout cas, oui. Merci. Sérieusement. Non, sérieusement. Donc moi, je travaille plutôt sur les problématiques, c'est très lié, d'ailleurs, ça a commencé à être évoqué, sur les problématiques urbaines. Et sur les questions relatives aux enjeux qui aujourd'hui gouvernent au devenir des villes et aux problématiques environnementales. Alors du coup, sur le premier point que vous évoquiez, les problématiques environnementales liées au développement urbain ne sont pas récentes. Par contre, les questions de santé environnementale sont nettement plus récentes. Il y a eu des courants historiques, hygiénistes, le terme a été prononcé, mais dans un autre sens. Il y a eu des courants de pensée hygiénistes au XIXe siècle qui voulaient faire de la ville un moyen d'améliorer la santé collective. Mais il faut attendre quand même, avec des grands plans d'action, des grands plans d'aménagement, etc. Mais il faut attendre les 15 ou 20 dernières années pour que cette problématique émerge dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Et par cette émergence-là, il y a une problématique dedans qui a particulièrement aussi éclos. C'est la question de la justice, à la fois sociale et environnementale. C'est-à-dire que les activités qui se concentrent en ville ont tout un tas d'effets et d'impacts environnementaux que l'on sait peu ou prou mesurer, même si on est amené à découvrir des réalités chaque jour un peu plus. Ce qui est peut-être plus récent dans la manière dont les urbanistes, les aménageurs sont amenés à réfléchir, c'est que nous ne serions pas tous en fait
égaux face à ces situations-là. C'est-à-dire que, pour faire simple, il y aurait de très fortes disparités sociales face aux qualités environnementales en ville et qui impliquent tout un tas d'activités, de transport, de logement, de construction, etc. etc. Donc, il y a une réalité. Là, je vous ai donné quelques éléments de statistiques. Notamment, on sait d'assez longue date qu'un quartier d'habitat collectif, par exemple de banlieue, avait dans les années 80 une probabilité 4 fois supérieure d'être traversé par une voie rapide. On sait aujourd'hui qu'à Grenoble, 80% du logement social se situe à moins de 300 mètres de l'autoroute urbaine qui traverse de part en part l'agglomération. On sait depuis les années 80 que les populations pauvres sont 4 fois plus exposées à des niveaux sonores gênants. La problématique des transports est particulièrement importante dans le domaine. Donc, j'ai ici quelques exemples sur les sites à risque, sur les zones urbaines sensibles, sur la surexposition des enfants. On a tout un tas de constats à différentes échelles, locales, mais aussi urbaines et nationales. On a tout un tas de constats qui tendent à montrer que, il y a en fait une superposition. Les inégalités sociales se voient superposées de ce qu'on dénomme des inégalités environnementales. Ça rajouterait au fardeau social que de vivre et du coup d'être exposé à des environnements de moindre qualité. Ici, donc, la région Nord-Pas-de-Calais a beaucoup travaillé sur ces choses-là. La délégation interministérielle à la ville indiquait dès 2006 qu'il est dorénavant difficile de prétendre à une mixité sociale dans des quartiers dont l'environnement est fortement dégradé. Bref, bon, tout un tas d'éléments avec des indices de suivi, de défaveur sociale. Voilà, la métrologie environnementale, la statistique médicale sont amenées à se rapprocher pour en fait livrer d'autres éléments de géographie sociale. Et ce qu'il ressort, c'est qu'il y a inégalité environnementale autour de grands équipements dits impactants, de transport notamment, autour d'industries chimiques ou autres. Ces constats-là sont dorénavant avérés avec tout un tas d'indicateurs et de variables à différentes échelles, en l'occurrence ici, les inégalités environnementales en Île-de-France, où on retrouve des gradients, mais qui renvoient au passé industriel des lieux, qui renvoient à des géographies qui puisent au siècle ou aux deux siècles écoulés. Je passe assez vite pour... là, voilà, juste un dernier exemple tiré d'une enquête qui a été menée en Île-de-France. Il y aurait, par exemple, 4 objets qui seraient particulièrement discriminants socialement et qui renvoient beaucoup à la proximité des aéroports, impactant par les nuisances sonores notamment, mais aussi des sites classés Céveso, sites à risque, qui finalement sont des facteurs structurants des géographies sociales. Donc là, voilà les éléments de défaveur sociale autour de 2 grands aéroports franciliens, autour de Roissy au nord et de Orly au sud. Bref, on a des constats statistiques de croisement de données. Quel est le problème néanmoins? C'est que, là c'était non pas le quiz que vous proposiez au début, c'est une autre question qui peut aussi faire l'objet d'un quiz d'ailleurs. A priori, ces 2 photos sont assez voisines, non pas par le caractère en noir et blanc, mais par la densité d'infrastructures de transport. Elles renvoient à des clichés qui ont 50 ans d'intervalle. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, on a Bagnolet 1963, et en bas à droite, vous avez Montréal il y a 5 ans. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que, en fait, les situations d'inégalité environnementale aujourd'hui, qui sont des disparités sociales face à des méfaits environnementaux, une disqualification de l'environnement, et qui soumettent les populations à des risques, à des niveaux d'exposition supérieurs au seuil toléré et à des risques sanitaires. Ces situations-là sont en fait des situations héritées à des choix d'aménagement, des politiques urbaines des années 60, 70, 80, où l'on concentrait dans les mêmes endroits, généralement là où il y avait à peu près des populations qui n'étaient pas réactives, ou en tout cas qui ne se mobilisaient pas contre une infrastructure. On a concentré dans l'espace les différents équipements impactants, et ça, c'est un héritage durable, lourd, avec lequel il convient aujourd'hui de composer. Qu'est-ce qui a pu changer entre finalement les années 60 et aujourd'hui?
outre le fait qu'il faut composer avec cette réalité-là? Eh bien, tout simplement, les populations sont plus soucieuses et conscientes de la qualité environnementale du lieu de vie, de leur cadre de vie, au sens général. Et du coup, sont amenées, les problématiques de santé publique et environnementale ont été mis à l'agenda politique, sont devenues des politiques avec des plans nationaux qui intègrent d'ailleurs les problématiques d'inégalité environnementale. Donc on est entré, depuis maintenant une petite vingtaine d'années, dans une mutation des problématiques urbaines et des outils de l'urbanisme et de l'aménagement, avec une sensibilité marquée aux questions environnementales. Ça ne remonte pas à 20 ans, mais aux questions de santé environnementale, ça, indéniablement. Donc juste 3 éléments d'appréciation, 3 types de domaines d'intervention par l'aménagement et l'urbanisme. On a aujourd'hui indéniablement une planification urbaine qui tient compte, bien évidemment, des effets environnementaux de l'aménagement. Voilà, on va éviter de reproduire ce type de situation en agissant sur la fonction ou les fonctions de l'espace, en agissant bien évidemment sur l'architecture des bâtiments. Ça concerne en fait tout un tas de politiques de l'intérieur du logement par l'aménagement proposé jusqu'au pourtour plus ou moins immédiat de l'habitation ou des habitations, en évitant ou en essayant d'éloigner les activités qui seraient source d'émissions dites polluantes et susceptibles d'altérer la santé des résidents. L'évaluation environnementale et stratégique est rendue obligatoire pour tout plan local d'urbanisme depuis maintenant 5 ans. Donc il y a indéniablement des évolutions en la matière. Ça concerne particulièrement la planification environnementale. Il y a un deuxième domaine très important aussi d'évolution des politiques d'aménagement et d'urbanisme et qui vise à mieux intégrer, mieux associer les questions de santé environnementale avec les problématiques urbaines. C'est le domaine de ce que l'on qualifie la vie de quartier ou la proximité. Et là, on est peut-être sur une autre conception de la santé environnementale qui me semble assez intéressante. C'est qu'on n'est plus simplement dans l'éloignement à l'exposition, on n'est plus simplement dans la planification stratégique des lieux avec les fonctions dans l'espace. On est clairement aussi par la proximité et la vie de quartier, dans l'incitation vive par l'aménagement à d'autres pratiques urbaines, à d'autres usages de l'espace. Et c'est un exemple que je vous livre. Énormément, dorénavant, de politiques dites de déplacement visent à convertir nos comportements pour nous rendre plus actifs dans nos mobilités. Des mobilités actives sont censées concomitamment améliorer l'environnement local et bien évidemment participer de notre état de santé. On pourra en discuter après, ce n'est pas toujours très efficace, mais néanmoins, ça participe d'une offre d'aménagement et d'urbanisme. On parle d'écoquartier ou de quartier durable, c'est un exemple parmi d'autres. La question des mobilités actives, des formes de déplacement, des types d'usage sont considérés aujourd'hui comme des facteurs agissants. Et énormément de projets d'aménagement, là on n'est plus dans la planification, on est réellement dans le projet de quartier, s'ouvrent à ces problématiques-là. Et puis vous avez une troisième grande dimension qui est certainement aujourd'hui peut-être la moins, avancée. Je vous parlais tout à l'heure de conscience environnementale et de questionnement autour de la santé environnementale. Indéniablement, ce qui a changé, on ne le voit pas, hein, ce n'est pas automatique et ce n'est pas spontané entre les deux photos, même s'il y a la même densité d'infrastructures, c'est qu'à 40 ans d'intervalle, ça ne concerne pas forcément les mêmes populations avec la même conscience environnementale. Bref, je fais court, vous avez en fait aujourd'hui beaucoup plus de forces mobilisées autour de ces questions-là. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus de conflits locaux, les riverains s'associent de plus en plus pour éviter ou tout faire, non pas pour déplacer ailleurs toujours l'infrastructure, mais pour limiter les impacts environnementaux de l'infrastructure. Mobilisation associative, engagement environnemental, tout ça peuple énormément l'actualité environnementale et plus largement la vie urbaine. Et bien, il y a un troisième domaine qui est indéniable aujourd'hui et qui est un facteur déterminant, c'est que les inégalités environnementales sont aujourd'hui d'abord saisies à l'occasion des débats locaux, à l'occasion des conflits qu'il peut y avoir, pour améliorer un projet, pour limiter son envergure, pour éventuellement
déterminer ou définir d'autres politiques de transport. En l'occurrence, les photos attestent plutôt de cette réalité-là. On a donc une implication citoyenne, des formes d'engagement sociaux autour des questions environnementales. Alors, ceci est a priori très favorable. Il reste quand même, bien évidemment, on est à l'aube d'une mutation de l'urbanisme au travers des questions de santé environnementale. On est encore, et je terminerai là-dessus, dans une modalité de penser l'action urbaine en lien à l'environnement et à la santé, qui est en fait... qui appartient quand même à un modèle de pensée. On y reviendra peut-être dans la discussion. Il y a encore des impensés derrière cette réalité-là. Nous n'avons pas tous les outils et toutes les solutions. Et parmi les éléments que je livre à votre sagacité, je terminerai là-dessus, c'est que les évolutions urbaines, aujourd'hui, particulièrement dans les pays du Nord, sont des évolutions qui tendent à la densification. Refaire la ville sur la ville pour éviter son étalement et éviter les impacts écologiques en dehors ou aux franges immédiates des villes, éviter que les villes, par l'extension, mitent toujours plus l'agriculture, les espaces forestiers, les espaces de nature. Le problème, il est qu'en redensifiant, forcément, on recrée des problèmes, on ressuscite un certain nombre de questions que l'espace avait mis sous le poisson et qui, par la densification, implique que la proximité, la circulation, les habitations soient finalement pas toujours adaptées à la cohabitation, et ce faisant, par les politiques de densification, nos outils aujourd'hui ne soient pas toujours à la hauteur des enjeux. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais alors justement, du coup, on se demande, est-ce qu'il y a des villes un peu exemplaires dont on pourrait parler, qui est réussi à maintenir cet équilibre entre densification et pourtant pas trop, pour permettre un environnement agréable en termes de santé? Oui, on est plutôt à l'aube, c'est plutôt des cas étrangers, ouais. Mais il y a des réseaux internationaux qui ont été mis en place par l'OMS, notamment sur ville et santé, et qui donnent des retours d'expérience tout à fait intéressants. Il y en a plusieurs, mais je pense notamment, pour reprendre le cas des mobilités, des déplacements et des mobilités actives. On a, c'est en dehors d'ailleurs du réseau de l'OMS, on a tout un courant, par exemple, des villes lentes, dont vous avez peut-être entendu parler, qui se développent en Italie, en Angleterre. Ce sont des petites villes de 50 000 habitants. Ce n'est pas sans poser la question des inégalités environnementales, parce que tout le monde n'est pas éligible à ces petites villes. Voilà. Les classes sociales ne sont pas... la mixité n'est pas toujours assurée, mais néanmoins, il y a des exemples de politiques qui sont menées autour des modes doux de déplacement, autour de la réintroduction. Ah, c'est dommage, je ne vous entends plus. Allô, allô. Les villes lentes, je ne connaissais pas. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Autour donc de mobilité plus active, j'en parlais, de plans de circulation, de types de transport, et c'est pas forcément commun, c'est notamment, je vous parlais de mobilité active tout à l'heure, les pédibus ou les types de déplacements qui tout simplement permettraient de se réapproprier l'espace public par la marche. Voilà. Mais aussi, réinvestir ou réimplanter des commerces de proximité. On a là, par les villes lentes notamment, indéniablement une réaction à l'accélération par la densification. Parce que ce qui se joue derrière la densification des villes, c'est la concentration des flux et l'accélération des modes de vie. Donc les villes lentes se veulent être une réponse en posant la question des rythmes d'usage et des rythmes de vie et de l'accélération de nos modes de vie, se veulent proposer des réponses concrètes autour des rythmes urbains. Voilà. On a d'autres villes, par exemple, qui développent des bureaux des temps pour justement, par le ralentissement, poser autrement la question du bien-être et du ressourcement. Et bien là, ce sont clairement des politiques de santé urbaine qui ne passent pas nécessairement par des projets, par de la programmation architecturale, par de la planification stratégique, mais par des types d'actions qui, secteur par secteur, vont imprégner nombre de politiques territoriales. D'accord, merci. On y reviendra, je pense, dans la discussion. Mais on va tout de suite donner la parole à Sophie Rigard, puisqu'on voit que les élus locaux détiennent
une partie importante de la réponse à ces problèmes de l'exposition aux allergies respiratoires. Et donc à Paris, il y a eu 2 plans. Il y a eu un plan de lutte contre la pollution adopté en 2015, début 2015, suivi un an plus tard d'un plan santé-environnement. Donc si vous pouvez nous expliquer un peu précisément de quoi il s'agit. Oui. Alors, c'est pas facile de passer en dernière, parce que là, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. J'ai mes 2 pages qui sont totalement complètes. Peut-être juste pour commencer sur le rôle que peut jouer une ville sur ces questions-là. Ça a été évoqué par Guillaume Faburel. Souvent, dans nos conceptions, pardon, un peu classiques, on considère que c'est la santé, le système de santé, c'est le système de soins. C'est la répartition de l'offre de soins, et ça, c'est la compétence du ministère de la Santé. Donc, de quel levier dispose une ville pour améliorer la santé des habitants de cette ville? Tout d'abord, une ville, c'est déjà une échelle qui est intéressante en termes de légitimité politique, de légitimité d'action, parce que c'est une organisation, en tout cas une échelle urbaine et sociale qui est intéressante, qui parle aux gens. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'une ville, et notamment une ville comme Paris, elle a la capacité de mettre un certain nombre de personnes autour de la table. Elle a la capacité de mettre ses services. Elle a la capacité de mettre des chercheurs, des universitaires, des professionnels de santé, des associations, des citoyens, et de brasser un peu tout ce beau monde, pour ainsi dire, et d'impulser une mobilisation, déjà de se poser la question de qu'est-ce qu'on sait avec les chercheurs, les experts. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, de lancer des études, de dire, voilà, nous, on considère que les inégalités de santé sont au cœur d'une politique municipale et il faut que ce soit traité de manière transversale. Et aussi de dire, on en sait assez pour agir. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a le discours des experts, on peut parfois passer beaucoup de temps à dire c'est compliqué de montrer des corrélations, c'est compliqué de montrer qu'un facteur environnemental est responsable de telle ou telle pathologie. Une municipalité, elle est aussi là pour dire il y a des enjeux de santé publique. Et je pense que je ne me trompe pas en disant que, en tout cas pour ce qui est de la pollution atmosphérique, Anne Hidalgo pose systématiquement la question pose l'enjeu en disant c'est un enjeu de santé publique. Et c'est ce qui a guidé effectivement le plan anti-pollution qui a été adopté au Conseil de Paris en février 2015 et qui pose un certain nombre d'actions très ambitieuses pour réduire la circulation à Paris, pour favoriser les modes cyclables. L'objectif, c'est de doubler les pistes cyclables à Paris d'ici à 2020. Et ce plan, il a aussi été inspiré, il a été précédé d'une démarche assez intéressante qui était une conférence citoyenne sur la pollution atmosphérique. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un panel de citoyens qui était représentatif de la population parisienne et de la population des villes de proche couronne. Et ils ont été interrogés des experts, ils sont montés en compétence sur les questions de pollution atmosphérique, sur l'impact sur la santé, et ils ont formulé des recommandations. Et ils sont allés les présenter directement au Conseil de Paris. Ce qui est une démarche totalement inédite. Et c'est sur la base de ces recommandations que le plan anti-pollution a été voté. Donc on en sait déjà assez pour agir. On sait que la pollution atmosphérique, elle aggrave les pathologies chroniques. On sait qu'il y a des enjeux climatiques énormes. Et Paris, effectivement, Paris, de par sa densité urbaine et démographique, est directement exposé par ces modifications climatiques, par les îlots de chaleur, par effectivement un certain nombre d'espèces végétales qui vont remonter vers Paris. On a parlé de l'ambroisie qui est déjà à Lyon, qui va arriver en Auvergne, etc. Donc, une ville, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre tout ça sur la table. Elle doit créer des instances de réflexion, des instances de débat entre les acteurs de terrain, les chercheurs, les professionnels de santé et les associations, je ne sais pas si je l'ai dit. Et elle doit regarder
dans ses compétences, quels sont les leviers qu'elle peut activer. Donc il y a la question de l'aménagement urbain, il y a la question de la végétalisation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc, la ville compte doubler ou en tout cas végétaliser, lancer une énorme politique de végétalisation de Paris. Ça représente, je ne sais plus, 100 hectares de végétalisation en plus d'ici à 2020. Et la question, c'est est-ce que pour lutter contre les allergies respiratoires, est-ce qu'il faut au contraire, est-ce qu'il faut développer cette politique de végétalisation ou arrêter de végétaliser, aseptiser et rendre totalement la ville encore plus hygiéniste et aseptisée qu'elle ne l'est déjà? Donc effectivement, la réponse, elle est non, il faut végétaliser, mais il faut végétaliser de manière intelligente. Et donc la question du coup de la monoculture qui a été... qui est en grande partie responsable de l'aggravation de l'état de santé des Parisiens pendant les périodes de pollinisation. Cette monoculture, il faut arrêter tout de suite. Donc, la transversalité au sein de toutes les directions d'une ville, elle est essentielle. Donc c'est la sous-direction de la santé qui va aller voir la direction des espaces verts et de l'environnement, qui va travailler avec eux, qui va aller voir aussi la direction de la voirie et des déplacements, qui va dire voilà, on va travailler avec vous sur le plan piéton, qui est aussi un autre projet pour... mettre beaucoup plus de signalétique dans l'espace public pour pouvoir favoriser les modes de déplacement actifs. C'est une politique de santé environnementale, c'est une politique qui est transversale et c'est une politique, c'est le fait de dire il faut la santé dans toutes les politiques. Et ça demande du temps. Mais, il faut le dire aussi parce que c'est on dit que les délégations au sein d'une ville fonctionnent en silo. Bah oui, malheureusement, pour l'instant, il faut le dire, on est assez cloisonnés chacun dans son coin. Et donc voilà, cette politique de santé environnementale, le plan de santé environnementale qu'on a voté en décembre au Conseil de Paris, il porte cet enjeu de transversalité au sein de la municipalité, d'embarquer toutes les délégations et d'être un objectif tout en haut qui infuse, qui diffuse cette culture de santé environnementale dans toutes les politiques de la ville. Donc principalement, il y a la végétalisation, c'est ça, dans le cadre de la santé environnementale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme principal levier en fait, sur lequel vous pouvez agir? L'aménagement, clairement. Ouais. L'aménagement et l'urbanisme. On a 2 fiches actions qui sont dédiées à ces questions-là. Et l'identification, bon, déjà, c'est travailler avec les professionnels de santé, de l'urbanisme et de l'aménagement, diffuser une culture de la santé environnementale auprès de ces professionnels. C'est aussi intégrer cette question-là dans les documents réglementaires de la ville. C'est-à-dire qu'on a à la ville, on a un référentiel d'aménagement durable. On est actuellement en train de travailler à un référentiel ville intelligente et durable. Tous ces documents, ils diffusent des choses, une philosophie, des concepts auprès des professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement. Et donc c'est aussi en formalisant cette question de santé en tant que telle dans les documents réglementaires qu'on diffuse cette culture et qu'on dit aux professionnels, peut-être que vous faites de la santé sans le savoir. Dans ce cas-là, c'est bien aussi de le dire, de le formaliser et de le penser comme tel. Mais parfois aussi, et Guillaume Faburel l'a très bien montré, on observe encore aujourd'hui les conséquences d'un développement urbain des années 50-60 qui est catastrophique. À Paris, clairement, on parlait de la proximité aux grandes voies de circulation. Quasiment, je crois que c'est 70% ou plus d'équipements municipaux, que ce soit qui accueillent des publics sensibles. Donc c'est des écoles, des crèches, des stades, des hôpitaux qui sont en bord de périphérie. Ils sont à moins de 70 mètres d'une voie à grande circulation. Les équipements sportifs, c'est pareil. Énormément d'équipements sportifs, de stades de foot sont au bord du périphérique. Et donc, concrètement, vous avez les moyens de dire on va déplacer ces équipements ou on va couvrir le périphérique. Enfin, c'est quoi les dans le plan urbanisme dont vous parlez, qu'est-ce qui change? Oui, alors l'outil, c'est
il ne faut pas louper le coche de la rénovation. C'est-à-dire que là, il y a un certain nombre d'endroits, de secteurs à Paris qui sont en rénovation. Tout Paris Nord-Est, ça va de Porte de Clignancourt jusqu'à Porte de Pantin. C'est des secteurs entiers qui sont en pleine rénovation. Et donc là, il ne faut pas louper ce moment-là d'intégrer systématiquement, dès le début, les questions de santé. Donc mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà de dire effectivement la crèche on va peut-être pas la mettre là. On va plutôt mettre des bureaux au bord du périphérique et les logements et les équipements collectifs en retrait du périphérique. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont parce qu'il y a des études d'impact sanitaire qui regardent, qui modélisent la pollution de l'air et qui du coup intègrent ces questions-là à l'aménagement. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est en intégrant les questions de santé systématiquement dans les décisions urbaines et en diffusant aussi ça chez les élus, dans les collectivités, en transversal dans les directions, qu'on peut arriver à une amélioration de la situation. On va peut-être laisser la parole aux questions de la salle. Juste le temps que vous passiez le micro, vous le citiez, il existe un certain nombre de réseaux de surveillance, le réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA, c'est ça, des réseaux comme Atmo ou le réseau Air Paris. Ça, j'imagine que maintenant, justement, on a beaucoup de données sur l'évolution de la pollution et on peut voir directement l'impact de ces politiques grâce à ces réseaux. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent. Il y a Air Paris qui est l'acteur en Île-de-France sur la production de données sur la prévention et qui va se positionner de plus en plus sur des messages de prévention en santé. Le réseau Atmo, le RNSA, vous l'avez dit, le RNSA, le réseau national de santé aérobiologique, il impulse aussi des démarches citoyennes. Et c'est vrai que je n'ai pas pu en parler tout à l'heure. Ce que peut faire aussi une ville, dans cette idée de co-construction d'une culture en santé environnementale avec tout le monde, c'est aussi de mettre les citoyens en capacité de se prémunir. Donc c'est favoriser le partage des données, permettre une information. Et le RNSA, il a une initiative qui est assez intéressante, qui sont les jardins polliniers sentinelles. Alors, les jardins polliniers sentinelles, l'idée, c'est d'avoir un jardin avec tout un tas d'espèces végétales et qu'on puisse observer la pollinisation, qui diffère d'une année à l'autre, bien sûr, la pollinisation de chaque espèce. Et cet outil, il doit servir à des professionnels qui vont ensuite diffuser ces informations via des réseaux, mais c'est des réseaux numériques aussi. Ça peut être des applications smartphone, ça peut être une newsletter, ça peut être tout un tas d'outils maintenant qu'offre le numérique pour diffuser ces informations. Et l'idée, c'est aussi que ces jardins ils soient publics et que les gens puissent se balader dans le jardin, apprendre à reconnaître les fleurs, savoir à quel moment elle est susceptible de rentrer en phase de pollinisation et d'anticiper, du coup. C'est aussi ça l'enjeu, c'est mettre en capacité les gens de prendre plus soin de sa santé, de mieux comprendre le phénomène et d'être plus autonome. Voilà, il y a la maison de l'air à Belleville, il y a la maison du poumon qui a été inaugurée l'année dernière, qui joue aussi ce rôle de réseau de tout un tas d'associations et d'acteurs sur la prévention des pathologies respiratoires. Et la mobilisation, elle est générale, elle est, comme disait Guillaume Faburel, il y a cette question de conscience environnementale, de conscience des liens entre l'environnement et la justice sociale. Il y a une initiative citoyenne que je trouve très intéressante, ça s'appelle les Toxic Tours. Il y a des Toxic Tours en Seine-Saint-Denis notamment,
En fait, le principe, c'est de faire un tour touristique, mais des points horribles. C'est ça. C'est intéressant. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que du coup, on passe à côté d'une autoroute avec des champs qui sont à côté ou des logements qui sont à côté. On passe sous les deux aéroports, alors Bourget et Charles de Gaulle, avec une ville qui est juste en dessous, qui est Gonesse. Et on regarde les absurdités de notre monde actuel. Et l'idée, c'est pas seulement de dire voilà ce que le monde a créé qui a un impact sur notre santé, pas seulement être dans la dénonciation, mais aussi dans la proposition. Et de dire on ne veut pas, voilà, on n'est pas seulement dans le pas de ça chez nous, le NIMBY, qui est un phénomène de mouvement social où on dit je veux pas tel facteur dans mon jardin, je n'en veux pas sur Terre. C'est-à-dire que je m'oppose à un mode de fonctionnement, à une économie particulière, et c'est une conscientisation aussi de chacun qui est intéressante et qui permet de relier notre santé à la santé de la planète. Ok. On va passer la parole à monsieur. Vous me dites s'il y a des questions à Lyon, parce que je ne vois pas la salle d'ici. Mais allez-y. Allergie. Elle vient de halo qui engage signifié autre. Donc il y a une espèce d'altération, d'intrusion à l'intérieur du corps, de ce qui est autre que le soi du corps. La première question, elle est de l'ordre immunologique, l'autre sera relative à l'asthme. On sait que la réponse immunitaire est relative naturellement à l'intrusion de bactéries, de virus, de parasites. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement ultra artificialisé par des pollutions qui relèvent de molécules qui viennent naturellement du monde industriel, etc., etc. La première question est la suivante. On sait que dans le système immunitaire, il y a des lymphocytes T suppresseurs qui régulent l'expression de la réponse immunitaire. La question est la suivante. Est-ce qu'on a les pouvoirs d'agir sur cette, rétention de l'expression du système immunitaire, et est-elle compatible avec cet envahissement absolument ultra pollué de l'espace? Y a-t-il une cohérence entre le fait d'agir sur les lymphocytes suppresseurs qui puissent réguler la régulation de l'expression du système immunitaire et le fait d'être exposé en permanence à des agressions de notre corps? Et la deuxième, c'est celle sur l'asthme. L'asthme fait exprimer effectivement des immunoglobulines E, qui, semble-t-il, représentent les 400 millièmes des autres. Est-ce que cet asthme, dont on sait qu'elle est liée naturellement à une contraction des muscles lisses de l'arbre bronchique, mais aussi, est-ce que cette surexpression de IgE est-elle suffisante pour expliquer le rapport négatif du système immunitaire vers les agents extérieurs qui sont du coup, est-ce que nous avons des capacités d'agir sur les IgE pour amoindrir leur expression, et si cet amoindrissement serait suffisant pour supprimer l'actualité? Merci. Je commence pour l'asthme. L'asthme, c'est pas uniquement le muscle lisse, hein. C'est aussi une inflammation de l'épithélium respiratoire liée à cette réponse immunologique anormale. Et qu'est-ce que c'est que l'allergie? C'est une perte de tolérance vis-à-vis d'allergènes de l'extérieur, avec en conséquence une inflammation qui devient excessive et qui fait un rétrécissement des bronches. C'est pas uniquement le muscle, c'est vraiment... Et la grande découverte des années, on va dire 90 à peu près, c'était que l'asthme est une maladie inflammatoire qui se traite par des corticoïdes locales et par des modifications, lorsque l'asthme est d'origine allergique, parce que l'asthme, c'est une maladie très complexe. Certains sont d'origine allergique, d'autres pas, Et donc, lorsque l'asthme est principalement d'origine allergique, il peut y avoir un traitement par désensibilisation qui va réinduire cette tolérance vis-à-vis d'allergènes extérieurs qui a été perdue. Mais ce n'est pas suffisant, si vous voulez. Il faut traiter aussi l'inflammation par une corticothérapie inhalée et éventuellement désensibiliser lorsque l'asthme est d'origine allergique pour réinduire la tolérance immunitaire. Donc c'est parfait parce que ça me donne la transition pour votre question à l'immunologiste.
Donc, en effet, ce que vous appelez lymphocytes suppresseurs, donc on appelle ça actuellement lymphocytes régulateurs, hein, mais je veux dire, ce sont les mêmes populations de cellules. Ce sont elles qui sont activées par la désensibilisation pour que les symptômes diminuent. Et en effet, ces cellules sont impactées par notre environnement et en particulier la pollution. Mais il n'y a pas que la pollution qu'on respire, hein, il y a la pollution qu'on mange. Quand on dit pollution, il y a énormément de... On est dans un monde chimique qui nous permet de vivre très bien, de vivre en bonne santé. Les médicaments sont des... Si, nous n'avons jamais aussi vécu en bonne santé, mais il y a une rançon à ça, et en effet, c'est le fait que nous avons des conservateurs, nous avons des colorants, nous avons un certain nombre de choses qui viennent s'accumuler. Donc, c'est pas uniquement quand on dit pollution, il n'y a pas que le côté pollution. Et les médicaments sont des produits chimiques. Quand vous mangez 1 gramme de paracétamol, c'est quand même 1 gramme de produits chimiques que vous ingérez. Donc, tout ça, ça s'additionne, et ça vient en effet impacter ces cellules régulatrices, et donc elles fonctionnent un petit peu moins, et on commence à sensibiliser à tout un tas de molécules. Est-ce qu'il y a des questions à Lyon? Je ne vois pas. Apparemment Non. pas. Je suis à votre disposition. Ah, si, j'en ai une. Allez-y. On a des allergies, mais comment elles peuvent nous toucher en fait? C'est génétique ou c'est Est-ce que les allergies sont d'origine génétique? Alors, il faut effectivement... L'allergie, c'est une interaction entre les gènes et l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une génétique, une prédisposition familiale, et un environnement qui va faire exprimer ces gènes. Donc, il faut les deux. Hein. Donc, il faut la génétique et l'environnement. Et ce qui explique l'explosion des allergies, c'est les modifications de notre environnement. Ce n'est pas les modifications de notre génétique, parce qu'il faudrait beaucoup plus d'années que ça pour expliquer par la génétique l'explosion des allergies. C'est notre environnement qui change, qui fait que cette interaction devient visible et s'exprime. C'est exactement ça. Pour faire une maladie, il faut des gènes. Donc ça, on les a depuis la naissance. Et puis après, il faut que les gènes soient activés. Et là, on rentre dans un ensemble de facteurs. Ça peut être des infections, ça peut être une opération chirurgicale, ça peut être un stress psychologique. Et là, ce sont des choses qui vont activer les gènes. Et à partir du moment où les gènes commencent à être activés, la maladie va évoluer. Hein, toutes les maladies sont à peu près les mêmes, par poussée, entrecoupées de rémission. Et chacun va être à un niveau modéré, on avait dit, très modéré, sévère, de la pathologie. Donc, il y a des gènes, mais ce que tu expliquais, notre environnement, c'est cet ensemble de facteurs qui sont capables de les activer, donc de déclencher la pathologie. La désensibilisation n'a pas pour but, malheureusement, de nous enlever les gènes qui nous donnent ces maladies. Ça a pour but de réduire les symptômes et de faire que la vie devient vivable, on va dire, tolérable. Il y a une question là. Oui. Voilà, la question que je voudrais poser est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des personnes qui ne réagissent pas justement à l'environnement et qui sont tellement armées génétiquement qu'elles ne peuvent pas avoir d'allergie? Est-ce qu'il y a des thèmes de recherche qui ont été développés là-dessus? Puis d'autre part, pour M. Taburel à Lyon, là, je voudrais faire une remarque concernant ce qu'il a exprimé, à savoir toutes les modifications qu'il peut y avoir en termes urbanistiques et autres pour faire en sorte que les gens ne soient pas allergiques d'une façon ou d'une autre. Je prends l'exemple de la ville d'Évry. Évry, dans l'Essonne, il a été conçu en 1973, 74, 75. Et je sais qu'on avait, dans cette structure de ville, supprimé, comment dirais-je, fait en sorte que la circulation circule, j'allais dire, vers le bas, et fait en sorte que tout, au niveau des piétons, si vous voulez, des immeubles, etc., il n'y a que la possibilité de marcher, éventuellement de voir de la verdure, enfin, ce que vous voudrez dans ce style-là. Voilà. Est-ce que ça ne va pas être une suggestion également pour faire en sorte que nos villes soient plus vivables et n'entendent pas ces différentes conséquences? Voilà. Et puis, une dernière chose, je réfléchis à la question. Ça m'a échappé, mais ça reviendra. Oui, on va peut-être déjà répondre. Alors, tout le monde n'est pas allergique et asthmatique, hein, mais les allergiques et les asthmatiques sont les sentinelles de notre environnement. L'allergie et l'asthme, c'est une hypersensibilité immunologique ou des muqueuses vis-à-vis de l'environnement. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ça explose. C'est-à-dire qu'avant, ça concernait une petite proportion de la population et que plus ça va,
et plus la proportion augmente. Et comme on vous a dit tout à l'heure, si on ne fait rien, 50% de la population sera allergique en 2050. Donc, ça explose, ça croît et les formes sévères augmentent. Donc, il faut faire quelque chose. Les sentinelles de notre environnement, que sont les allergiques et les asthmatiques, nous disent qu'il est temps d'agir. Et je voulais rajouter quelque chose. Il n'y a pas que les populations défavorisées qui sont en premier lieu, ce sont les enfants qui sont en premier lieu. Les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc, véritablement, il est temps de faire quelque chose parce qu'on est tous exposés et les populations à risque, c'est des jeunes enfants et les personnes fragiles. Monsieur Faburel à Lyon, sur la ville d'Évry. Oui, alors la ville d'Évry a quand même pour particularité d'être une ville nouvelle. Donc on est dans les modèles d'aménagement des années 60-70 qui prêchaient la dissociation des fonctions. Voilà, entre le fait de se déplacer, le fait de se loger, le fait de travailler. On était dans une tradition culturelle de l'aménagement et de l'urbanisme qui était celle de la conquête de l'espace, mais pas le même. Hein. En l'occurrence ici, les villes nouvelles étaient là pour polariser l'extension urbaine. On a changé d'air, c'est ça la différence, c'est que par la densification, on s'est aperçu que par ces politiques-là, on avait mité l'espace et on s'était étendu de manière démesurée en conquérant bien évidemment des espaces disponibles, de l'agriculture, des milieux naturels, des forêts, des plans d'eau, etc. Donc on a changé en fait aujourd'hui de doctrine d'aménagement, voilà, et de trajectoire urbaine. Le but, c'est de refaire la ville sur la ville. Et là, dissocier les fonctions, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On le voit avec notamment les conflits d'usage qu'il peut y avoir sur une voirie entre le transport en commun en site propre, les pistes cyclables, la marche, etc., etc. Et du coup, ces modèles-là, qui ont pu avoir une utilité évidente lorsqu'on était en période de prospérité spatiale, voilà, où on pouvait s'étendre, où on estimait, où on avait moins de vigilance et de conscience sur les impacts environnementaux, aujourd'hui sont des recettes qui sont moins d'actualité. Ce fonctionnalisme-là est peut-être pas la solution. Voilà. D'accord. Il y a une autre question à Lyon. Allez-y, on vous écoute. J'aurais posé une question. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'on peut être allergique au poil de chat et ne plus l'être à un moment donné, plus tard. Sans médicaments, sans rien du tout. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'âge aussi qui peut faire que le système immunitaire soit moins, si vous voulez, peut moins s'emballer. Dans la vie, on dit que ça fait un peu une cloche, c'est-à-dire ça débute dans l'enfance, c'est maximal chez l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent, et puis ça a tendance à diminuer au fur et à mesure du temps, les allergies. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, on décrit même chez des personnes âgées, entre guillemets, des allergies alimentaires sévères. Donc là encore, ça se modifie. Mais il y a une possibilité, si vous voulez, de diminuer, notamment à la puberté, notamment avec le vieillissement, les réactions allergiques. Mais on le voit moins, là encore. Je crois qu'il y avait justement un certain nombre d'enfants qui ont de l'asthme et où l'asthme diminue, voire s'arrête complètement aussi vers 10-12 ans, non? Alors l'asthme, c'est une maladie de toute la vie. C'est une maladie qui est caractérisée par une hypersensibilité de l'épithélium respiratoire. Voilà, ça c'est la base physiopathologique. Après, vous avez plusieurs types d'asthme, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des asthmes associés à l'allergie, il y a des asthmes uniquement liés au virus, notamment chez le jeune enfant. Il y a des asthmes qu'on appelle liés à des infections bactériennes particulières. Donc, en fonction du type d'asthme, si vous avez un asthme sévère avec des multi-allergies, vous ne guérirez pas à l'adolescence. Vous n'aurez pas de rémission. Si vous avez un asthme, on ne dit pas guérir, on dit rémission. Si vous avez un asthme qui est lié uniquement au virus du jeune enfant, généralement, avec l'âge, ça s'améliore et vous avez de moins en moins de crises, sinon des rémissions qui peuvent durer 10-20 ans, mais à l'occasion d'un stress, d'une grossesse, d'une exposition à un polluant, vous pouvez refaire une crise d'asthme à 40 ans, à 50 ans. Mais ça va être des asthmes plus légers. Donc effectivement, la tendance est
une rémission au fur et à mesure de l'enfance, mais dans certains types d'asthme légers, plutôt liés au virus, quand il y a beaucoup d'allergies, il n'y a pas de rémission. D'accord. Naturelle, en tout cas. Il y a une question au fond là-bas. Ah, une à droite d'abord et puis ensuite au fond, excusez-moi. Oui, madame, vous parliez de l'évolution chez les enfants de la rhinite. Est-ce que votre propos était ciblé uniquement chez les enfants ou est-ce que c'était valable pour tout âge? À tout âge de la vie, ça a été montré, le passage de la rhinite à l'asthme. Oui. Avec un facteur de risque multiplié par 3 ou 4 par rapport à quelqu'un qui n'a pas de rhinite, d'évoluer vers l'asthme. D'accord. À tout âge, pas uniquement l'enfant. D'accord. Bon, je referme tout de suite la parenthèse, mais j'ai un frère aîné et qui, quand il a quitté l'endroit, il était à Laon. Il avait tout le temps de l'asthme. Il part à la guerre à Dunkerque. Il en est revenu d'ailleurs. Stop, plus d'asthme. Et j'ai une sœur qui est très allergique aux poils de chat. Et maintenant, elle s'est habituée. Il faut dire qu'elle a plus de 90 ans. Mais alors, il y a des cas où on non pas on s'en guérit, mais elle est très asthmatique. Oui. C'est les facteurs environnementaux vont jouer beaucoup, si vous voulez. Si il y avait une histoire comme ça de deux jumeaux dont un habitait boulevard Saint-Michel avec plein de platanes et qui avait la rhinite allergique, deux jumeaux homozygotes, c'est-à-dire même génétique, et l'autre habitait dans un autre coin où il n'a jamais eu de rhinite. Donc, c'est les maladies de l'environnement. C'est l'interaction gène-environnement et ça peut aller dans les deux sens. Effectivement, quand vous changez, vous pouvez vous améliorer parce que votre environnement va changer et que les allergènes sont différents. Et si on va à la campagne? Alors, il ne faut surtout pas dire aller tous à la campagne parce qu'après, vous pouvez être allergique à d'autres pollens, etc. Ce n'est pas ce qu'on conseille. On pense qu'il faut changer notre environnement plutôt que de revenir à une vie à la campagne, parce que c'est ça la théorie hygiéniste. On a montré que lorsqu'on vivait à la ferme, on avait beaucoup moins d'allergies que quand on vivait à l'intérieur des villes. Donc c'est à partir de là que ça a été d'abord constaté sur le plan épidémiologique, puis après compris sur le plan scientifique. Mais on ne dit pas maintenant il faut tous aller vivre à la campagne et tout ira mieux, parce que on est dans une société où on pourrait plus retourner. C'est un contresens. Voilà. Mais par contre, on peut modifier, et c'est tout ce qui est expliqué là, notre environnement à l'intérieur des villes pour essayer de diminuer les allergies. Et à l'intérieur des maisons, d'ailleurs. Et à l'intérieur des maisons, vous avez raison. Bon, je m'arrête là. Il y avait une question au fond. Madame. Oui, moi j'ai une question au niveau des solutions. Vous avez parlé de la désensibilisation et pas des antihistaminiques. Est-ce que... Voilà, pourquoi est-ce que l'antihistaminique, ça a quand même des effets négatifs mais bien sûr, si vous voulez, le traitement des allergies respiratoires, c'est d'abord le traitement médicamenteux, parce que bien heureusement, la majorité ne sont pas sévères. Et il y a besoin de ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire ça va calmer les symptômes. Les antihistaminiques, les bronchodilatateurs, les corticoïdes inhalés. Dans la majorité des cas, ça va suffire. On envisage la désensibilisation que quand la maladie est plus importante, persistante, et qu'on est dépendant des médicaments, on ne peut plus les arrêter. On prend des antihistaminiques tout le temps parce qu'on ne peut plus arrêter. Donc là, se discute la désensibilisation. Mais ce n'est sûrement pas dans tous les cas. Donc il faut à la fois que la maladie soit suffisamment persistante et invalidante, à la fois que l'allergène en cause soit possiblement qu'on peut désensibiliser. Par exemple, on ne désensibilise pas aux fanères d'animaux, ce n'est pas efficace pour le moment. Poils de chat, poils de chien, moisissure, on ne désensibilise pas, etc. Donc le traitement, c'est d'abord l'éviction, les traitements symptomatiques, et symptomatiques, c'est les antihistaminiques, c'est les corticoïdes, etc. Et ce n'est qu'en cas d'échec, de persistance, malgré un environnement qui est correct, qu'on envisage, dans certains cas, la désensibilisation. Du coup, juste, est-ce qu'il y a des effets négatifs de ces deux options? Est-ce qu'il y a des effets négatifs de ces options, que ce soit d'un côté les antihistaminiques ou la désensibilisation? Bien sûr, en médecine, c'est toujours une balance de risque, bénéfice du traitement et aggravation de la maladie,
qu'est-ce qu'on choisit? Et lorsque la maladie devient plus sévère et que si vous ne faites rien, vous risquez un risque vital, par exemple, une crise aiguë grave. Heureusement, on meurt de moins en moins d'asthme, mais ça existe encore. 1000 cas de mort d'asthme par an. Eh bien, lorsque la maladie devient invalidante et qu'elle a des répercussions, eh bien là, il faut discuter de traitements actifs, mais qui doivent être maniés avec précaution, bien évidemment. Vous n'allez pas donner une corticothérapie inhalée à un petit nourrisson à des doses élevées qui vont l'empêcher de grandir. Vous n'allez pas faire une immunothérapie allergénique à quelqu'un qui est polyallergique et vous allez avoir un risque de déclencher un choc anaphylactique. Donc après, la médecine, c'est ça. C'est effectivement, c'est pas telle maladie, je descends. C'est en fonction de un type de ce qu'on appelle un phénotype, c'est-à-dire d'un type de maladie à l'intérieur d'une maladie qui est l'asthme ou la rhinite, où l'option thérapeutique, ça va être d'un côté des antihistaminiques, de l'autre une désensibilisation, de l'autre une biothérapie et de l'autre rien du tout parce que c'est très léger et qu'il suffit d'éviter dans l'environnement, ça suffit, vous voyez. Donc, Monsieur François Nicolas. Quand même, juste pour préciser, les antihistaminiques sont des médicaments très bien tolérés, hein. Donc il ne faut pas hésiter à en prendre si vous avez besoin. Ceci étant dit, nous, on est médecins, donc c'est facile. Moins on prend de médicaments, mieux on se porte. Donc, on ne prend pas un médicament quand on n'a pas besoin de le prendre. Je pense que c'est là l'erreur que nous avons dans nos sociétés, c'est de considérer que les médicaments nous permettent de rester en bonne santé. Ça, c'est faux. Les médicaments sont faits pour traiter des pathologies. Et si vraiment on les utilise quand il faut traiter des pathologies, à ce moment-là, les effets secondaires des médicaments sont mineurs. Parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont exposées. Je pense qu'on prend trop de médicaments. Mais les antihistaminiques sont encore une fois très bien tolérés, hein. Donc n'arrêtez pas vos traitements si vous en avez besoin. On prend une question à Lyon. Je crois qu'il y a une question depuis tout à l'heure à Lyon. Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question pour Guillaume et je voulais savoir, justement, on nous a parlé des actions à Paris et je voulais savoir si Lyon était bien placé dans cette course-là, justement, pour préserver l'environnement et la santé de la population. Mais en fait, il y a beaucoup de villes métropoles qui développent des politiques, je dirais pas similaires, mais assez proches, voilà, qui sont dans le mouvement indiqué. À l'exemple de la végétalisation qui nous a été relatée sur Paris, d'un nouveau plan de déplacement, des transports, des déplacements actifs dont j'ai pu parler, etc. Donc oui, autour du plan climat, autour de planification environnementale, des espaces publics, des parcs et des jardins, il y a indéniablement des choses qui sont faites. Mais il y a aussi à observer quelque chose qui, particulièrement sur ces grandes villes métropolitaines, pose néanmoins question. Alors ça va me permettre du coup de rebondir sur une des remarques qui a été faite concernant la campagne. C'est que, et aussi faire écho à ce que la personne de la ville de Paris disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi, la ville n'est pas la solution à tous les problèmes, comme le médicament n'est pas forcément la solution à ce qui a été évoqué tout à l'heure. On a des évolutions urbaines qui aujourd'hui ne sont peut-être pas compatibles, voilà, avec un état de santé, et c'est pas du néo-hygiénisme, avec un état de santé qui serait finalement un minimum requis pour tout citadin vivant en ville. Voilà. L'accélération des rythmes, la concentration des flux, les niveaux de population, à un moment donné, ça explique tout simplement qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à partir des villes. Voilà. Et que du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça pose la question des inégalités d'accès à la ville. Donc, problématiques environnementales, problématiques de santé sont forcément des problématiques ou des problématiques urbaines qui posent la question de la justice d'accès aujourd'hui à des grandes villes métropolitaines qui ont des moyens éventuellement de mettre en place des politiques, mais nous ne sommes pas tous égaux face à des types de déplacements dits actifs. Nous ne sommes pas tous égaux face aux politiques de renaturation de la ville. Nous ne sommes pas tous égaux aux politiques de patrimonialisation de la ville. J'insiste sur le fait qu'à trop environnementaliser la ville, on chasse des populations, pas physiquement, mais en termes de dynamique et de phénomène, on ne rend pas accessible l'ensemble des villes métropolisées. Et que ça, c'est quand même une problématique, à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, les grandes villes métropolisées ont des politiques, mais ne se pose pas toujours la question des effets sociaux de ces politiques environnementales
et de santé environnementale. Voilà. D'où peut-être l'appétence retrouvée pour la campagne, c'est ce que je voulais dire, même si ça n'est que reculer pour mieux sauter. Si on va tous vivre en campagne, il va se poser à un moment donné peut-être le même genre de problème. Mais c'est un fait remarqué sur les 15 dernières années, on a un exode urbain, je tiens à le dire. Voilà, c'est pas un exode massif, sinon ça serait aperçu. Mais il y a plus en plus de gens qui veulent partir parce que l'environnement, parce que la santé, parce que les modes de vie ne sont plus toujours ceux auxquels on aspirait en venant habiter dans les grandes villes. Madame Sophie Rigard, vous voulez compléter? Merci, je voulais juste réagir à cette remarque. Effectivement, est-ce que la ville est appropriée à nos modes de vie actuels? C'est une excellente question. Ça peut être peut-être nuancé par le fait que la ville est à la fois... elle porte une grande responsabilité des désordres écologiques actuels et elle est pourtant aussi une porteuse de solutions. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'action qui est forte, on a une capacité de faire bouger un certain nombre de choses. Et en termes de vie, une ville, c'est aussi une proximité, une densité de services urbains qui est énorme. Quand on regarde l'offre de soins à Paris, quand on regarde l'offre en termes l'offre culturelle, l'offre sportive, tout un tas d'aménités urbaines que peut offrir une ville, ben tout ça, on ne l'a pas, ou on l'a à une certaine distance dans d'autres villes, ou en tout cas dans des milieux qui sont moins urbanisés. Donc la densité urbaine, c'est à la fois facteur d'un certain nombre de nuisances environnementales, le bruit aussi, et en même temps, une ville, elle a aussi des capacités pour lutter contre l'isolement. Elle a aussi des capacités pour offrir un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas dans un autre cadre. Et pour revenir juste sur du coup, la question des inégalités, effectivement, à Paris, enfin, on s'y est intéressé dans le cadre du plan de santé environnementale. On a essayé de regarder la répartition des aménités naturelles sur Paris. Effectivement, l'histoire a fait qu'il y a des disparités énormes, notamment entre les deux rives. Sur la rive gauche, on observe qu'il y a beaucoup plus de parcs et jardins, d'endroits calmes, de zones qu'on pourrait appeler des zones de ressourcement. C'est un terme qui est un peu difficile à définir. Est-ce que c'est une zone fraîche, végétalisée, où il y a des bruits d'oiseaux, des bruits de fontaines, peut-être des cris d'enfants, mais en même temps, certains peuvent être dérangés par des cris d'enfants. Ça tient énormément du subjectif, et pourtant, ces zones de ressourcement, elles peuvent être petites, elles peuvent être juste à côté d'une route, mais parce qu'elle est un peu à l'écart et parce qu'il fait frais, les gens se l'approprient. Et quand on le voit, dès qu'il fait beau à Paris, tout le monde se rue dans les parcs, le parc de Belleville qui est impraticable. Et la question de la répartition de ces aménités urbaines et de comment les gens s'approprient ces espaces, comment ils le vivent, comment pour eux c'est peut-être une compensation d'un certain nombre de facteurs environnementaux auxquels ils sont exposés tout au long de la journée, tout au long de la semaine, ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que observer les fragilités socio-environnementales sur un territoire et observer comment ça se joue sur le plan cognitif et subjectif pour les gens, comment ils ont on a conscience de nos vulnérabilités, comment on essaye d'éviter les facteurs environnementaux, comment on essaye de compenser ces facteurs environnementaux. Tout ça, c'est des champs de recherche qui sont énormes et qui sont extrêmement intéressants. Et voilà, en tout cas, une ville, elle essaye, en tout cas, de garder à l'esprit tous ces enjeux et de susciter plus de recherche et d'agir en connaissance de tous ces facteurs. Il y a peut-être une dernière question parce qu'il est déjà 20h30. Madame qui est juste là. Moi, j'ai une question pour Sophie Rigard. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Qui dit moins de pollution, dit aussi un peu plus de sport, essayer de moins polluer. Donc moi, je prends le Vélib tout le matin, je fais 10 km et j'ai l'impression je risque ma vie tous les jours. Parce qu'entre les motos qui me passent devant, les voitures, les cabs, maintenant, enfin les taxis
Voilà, et les bus qui m'éjectent sur le côté, ça devient de plus en plus dangereux, de plus en plus risqué, parce que quand on s'arrête à un feu rouge avec les voitures à côté, on respire les gaz. J'ai croisé là, en venant, j'étais en retard, j'ai croisé une fille qui était par terre en accident de cyclisme. Donc pourtant elle avait son casque, mais tout était déglingué. Enfin, ça devient super dangereux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour améliorer ce cadre de vie et puis finalement favoriser la santé? Parce que quand on fait du sport, on enlève ces toxines et on essaye aussi de favoriser la santé. Alors, il est prouvé, il a été prouvé que il est plus bénéfique pour la santé de faire du vélo, même dans les pots d'échappement, que de conduire une voiture et de oui, si. On est en meilleure santé sur le trottoir que dans l'habitacle d'une voiture. Okay. C'est plus pollué dans l'habitacle d'une voiture. Ouais. Okay. Mais après, la question de comment on donne envie aux gens de faire du vélo, je suis totalement d'accord avec ça. Et malheureusement, à Paris, on a aussi hérité de routes qui sont, de trottoirs qui sont de routes qui sont très étroites. Donc, si on veut un trottoir, ça veut dire qu'il faut mettre un certain nombre d'acteurs mobiles sur la même voie. Et effectivement, on a très peu encore de pistes cyclables en site propre. Et voilà, c'est ce dont je pense que Guillaume Faburel pourrait répondre mieux que moi, mais c'est cette question du partage de l'espace public, de l'idée que c'est aussi une culture du partage et le fait cette espèce de concept de vivre ensemble qui est un peu utilisé à tout va, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est un frein à l'utilisation du vélo. Mais je pense que mon homologue au cabinet de Christophe Nadjowski, qui est l'adjoint au transport à l'espace public, répondrait mieux que moi là-dessus. Et en tout cas, j'appelle de mes voeux que les pistes cyclables qui seront construites sur les prochaines années soient le plus possible en site propre. Sécurisé. Ouais. Alors, vraiment une dernière question devant monsieur. Si on prend une cause d'allergie, par exemple les poils de chat, est-ce qu'on a isolé les causes profondes, c'est-à-dire les protéines ou les molécules qui interviennent Oui, effectivement, c'est dans la salive du chat que sont les molécules allergisantes. Mais pour un rat, ça va être l'urine, vous voyez. Mais effectivement, sur le plan moléculaire, il y a beaucoup de recherches pour déterminer dans un allergène, qu'est-ce qui est responsable du déclenchement immunitaire. Voilà, quelle petite proportion qu'on appelle l'épitope qui va déclencher l'allergie. Et donc, ça a des noms comme ça, par exemple pour le chat, FED1, en anglais, ouais, qui est la petite épitope qui est responsable de l'allergie au chat et qui se retrouve dans les urines du chat. Mais en fonction du motif d'épitope que vous avez, qui va vous rendre allergique, vous allez faire une allergie plus ou moins sévère. Par exemple, juste pour terminer, pour l'arachide, si vous êtes l'arachide, la cacahuète, donc, si vous êtes allergique à une petite proportion qui est croisée au bouleau, vous allez vous allez gonfler quand vous allez manger la cacahuète, alors que si vous êtes allergique à une autre partie de l'arachide, vous pouvez faire un choc anaphylactique, c'est-à-dire une chute tensionnelle, une urticaire et décéder. Donc en fonction, pour un même allergène, vous avez des petites portions et puis d'épitopes, de molécules qui vont vous donner des maladies différentes, plus ou moins sévères. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne juste rapidement les réponses du quiz. Donc, enfin, on l'a dit d'ailleurs, je crois, dans le cours du débat. Donc, en France, la part de la population qui souffre d'allergie, c'est de plus de 20%. Voilà. L'environnement le plus pollué, c'est l'environnement intérieur, 2 à 3 fois plus. Alors moi, quand même, vraiment, c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi c'est 2 à 3 fois plus? Pourquoi une telle proportion?
Parce qu'il emmagasine aussi la pollution de l'extérieur ou C'est concentré. Ouais. Je veux dire, quand on dit il faut aérer les appartements, donc quand on fait des mesures à l'intérieur, par exemple, de certains conservateurs qu'on va trouver dans les peintures, quand vous faites repeindre votre appartement, des années après, on a encore dans l'air des molécules qui sont très hautement allergéniques, qui sont présentes dans les peintures, simplement, puisque maintenant les peintures sont à l'eau, hein, principalement, il faut conserver la peinture. Donc c'est vraiment extrêmement polluant à l'intérieur. Les plastiques relarguent énormément de molécules. D'accord, donc dans les villes, il ne faut pas hésiter à ouvrir ses fenêtres, même sur les grands boulevards, même sur le périphérique. D'accord. Non, vous chassez la pollution intérieure. On concentre à l'intérieur de la maison les molécules allergisantes, bien sûr. Et dernière question. Donc, le seul traitement de fond aujourd'hui contre les allergies, c'est l'immunothérapie et pas les antibiotiques, bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup de la qualité de vos interventions. Merci aussi aux différents partenaires. Donc, je recite les mensuels La Recherche, Science et Avenir, Pour la Science, Cerveau et Psycho, les sites d'information Santé et Sciences, Pourquoi Docteur et Indesciences, la mairie de Paris, la ville de Lyon, la médiathèque du Bachut et la CASDEN. Toute dernière information, donc la prochaine conférence aura lieu le 22 septembre sur le thème sport, quelles limites pour le corps, en duplex avec le musée des Confluences de Lyon cette fois. Voilà, donc rendez-vous à la rentrée. Merci. Merci beaucoup.